Alors, avant de commencer cette conférence de presse, je voudrais saluer dans la salle quelques personnalités qui sont venues appuyer notre démarche. Madame Lucie Jobin du Mouvement laïque québécois, Madame Yolande Djeda, chercheur, Monsieur Akli Ourdja, de la CNAL, Monsieur Karim Akouche, auteur, dramaturge et poète, et Monsieur Smaïl Ami, musicien et professeur. La CFEAS, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, Madame Rakia Fourati, Desjanettes, et Madame Martine Desjardins, qui n'a pas besoin de présentation, et qui représente le rassemblement, qui a représenté à la commission parlementaire le Rassemblement pour la laïcité. Et peut-être que je pourrais compléter avec Ali Kaidi aussi de la CNAL, qui est là présent et que nous saluons. D'accord. Alors, bonjour à tous. Nous avons convoqué cette conférence de presse qui, croyez-le ou non, a été décidée il y a pas même 24 heures. Autour de la table aujourd'hui, qui prendront la parole, Michèle Sirois, à ma gauche, présidente pour le droit des femmes du Québec, PDF Québec, Leila Lesbet, militante des droits des femmes, Jemila Ben Habib, qui n'a pas besoin non plus de présentation, auteure et conférencière, et moi-même, Evelyne Abitbol, consultante en développement international. Je dois vous confier que personnellement, j'ai conduit des conférences de presse sur le sujet ailleurs dans le monde, là où la démocratie est plutôt en train de s'installer tranquillement. Je n'aurais pas pensé conduire une conférence de presse ici au Québec sur le sujet de l'intimidation des femmes laïques. Si nous nous sommes organisés aussi rapidement, c'est d'abord et avant tout pour protéger certaines femmes québécoises qui défendent la laïcité, originaires du Maghreb et du Moyen-Orient, qui ont été dénigrées et menacées autour de nous. Nous sommes conscientes que nous agissons sur un terrain très, très glissant. Mais nous voulons exprimer notre force et notre solidarité envers les femmes qui subissent en ce moment une pression qu'elles ont de la difficulté à vivre. Lorsque j'ai initié la déclaration que vous trouvez sur le site êtreensemble.ca, toutes étions fières d'apposer notre signature et de nous affirmer en tant que Québécoises laïques. D'abord parce que nous avons été fiers de nous réunir, femmes juives, musulmanes, berbères, chrétiennes, athées et autres, parce qu'il y a une bouddhiste ou deux, autour de cette prise de position du Québec, et surtout parce que nous étions très fiers de participer à la vie citoyenne de notre pays d'adoption. Nous savions, lorsque nous avons signé la déclaration sur le site, que ce n'était pas sans risque. De nombreuses femmes qui avaient été interpellées pour la signature avaient déjà manifesté leur crainte de signer la déclaration, ce qu'elles n'ont pas fait par ailleurs par crainte de représailles et de menaces. Ces femmes qui se disent laïques nous ont encouragées dans notre démarche parce que, nous ont-elles dit, nous les soulagerions d'un grand poids de la pression de leur communauté, des hommes de leur famille, etc. Nous avons convoqué donc cette conférence de presse pour affirmer à nos intimidateurs qu'ils ne nous font pas peur et que personne ne nous fera taire. Merci de vos appuis. Nous ne pourrons pas tout dire pendant cette conférence de presse car nous ne mettrons pas en danger ces femmes que nous sommes venus soutenir aujourd'hui. Aussi, depuis que les audiences publiques sur le projet de loi 60 ont débuté, les intimidations, notamment auprès des témoins, se sont multipliées sur les réseaux sociaux, par téléphone et dans un site qui semble dédier son contenu aux nouvelles des musulmans du Canada. Le Québec n'était pas sensibilisé à cette problématique jusqu'à ce que des femmes musulmanes comme Jemila Ben Habib et Fatima Houda Pépin aient eu le courage d'aller au front et de dénoncer les forces souterraines, les lobbies à l'œuvre dans le tissu social québécois. Preuve en est l'intimidation qui se fait quotidiennement, entre autres, sur les témoins, surtout féminins, en faveur de la laïcité qui comparaissent à la commission parlementaire, sur les hommes de leur entourage, sur leurs familles ici, comme dans leur pays d'origine. La tactique employée est la même. Ces groupes sont organisés, passent sur les lignes ouvertes, interpellent les médias en les ralliant à leur cause et surtout en séduisant tout en maniant la terminologie propre au développement démocratique et aux droits de la personne. Ces groupes sont présents sur les réseaux sociaux qu'ils scrutent et passent leur journée à intimider ou même à publier des textes pour dénigrer celles qui osent se prononcer en faveur de la neutralité de l'État, en faveur de la laïcité. 3 points sur lesquels nous insistons.
Le premier, nous demandons que soient retirées du site de muslimnews.ca les pages qui ciblent des femmes, remettent en question l'intégrité de leurs témoignages et dénigrent ouvertement leurs propos. Notre groupe de co-signataires de femmes québécoises laïques originaires du Maghreb et du Moyen-Orient, vous en avez plusieurs dans la salle et en avant, est directement ciblé par ces groupes ainsi que des co-signataires de notre déclaration. Après que je les ai dénoncés par exemple sur Twitter, en publiant la capture d'écran de la page où nous étions nommés informatrices indigènes. Je vous passe ici la définition du mot indigène, un tant soit peu méprisant qui fait référence à la colonisation. Et je vous passe aussi les commentaires sur les propos informatrices, car nous nous sommes toutes posé la question pour le compte de qui. Aussitôt que j'ai publié cette capture d'écran, le titre a changé pour « Qui représente-t-elle ?» Le deuxième point sur lequel nous insistons, nous considérons que l'action entreprise par le collectif québécois contre l'islamophobie est des plus inquiétantes et vise ni plus ni moins à réduire le champ de liberté d'expression et à soustraire les religions, en particulier l'islam, de toute critique. D'autant plus que cet organisme a rendu public un soi-disant sondage de ses membres qui les invitait à répondre à la question « Qui sont les plus grands islamophobes de l'année 2013 au Québec ?» Fatima Houda Pépin et Djemila Ben Habib ont été nommément cités en plus des animateurs Richard Martineau et Benoît Dutrisac, ainsi que le ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne Bernard Drainville. Nous nous interrogeons sur les motifs réels de ce palmarès et exprimons nos plus vives inquiétudes face à l'impact que peut créer une telle démarche sur la participation citoyenne, entre autres des femmes démocrates québécoises, y compris celles, bien sûr, issues des communautés immigrantes. Vous pouvez tout trouver sur le site de l'Islamophobie Québec. Le troisième point, nous demandons également que soient protégés des témoins, surtout les femmes qui se présentent à la commission parlementaire sur le projet de loi 60, afin que ces dernières ne subissent pas des pressions indues. Un des moyens de les protéger est de leur assurer, entre autres, qu'elles peuvent se présenter auprès des autorités policières sans être dénigrées ou ridiculisées par leur démarche. Ce type d'intimidation ne fait que commencer au Québec. Nous insistons pour dénoncer immédiatement cette intimidation afin que ces agissements ne deviennent pas monnaie courante dans notre pays. Sur le site de muslimnews.ca, nous posons les questions suivantes. Qui sont ces individus qui ne signent pas leur texte et qui ne se présentent pas sur le site? Par qui ces individus sont-ils payés? Qui les pilote? De quel pays sont-ils téléguidés? Ce sont des questions que nous nous posons et nous ne sommes ni journalistes d'enquête, ni policières. Donc, je cède tout de suite la parole à Michèle Sirois, présidente de l'Organisme pour le droit des femmes du Québec, PDF Québec. Merci de votre attention. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Je vais rapprocher le micro. Alors, bonjour mesdames et messieurs. On est interpellés particulièrement pour le groupe pour les droits des femmes du Québec parce que on s'est aperçu que ce sont davantage que l'ensemble de la communauté québécoise et différentes communautés à l'intérieur du Québec sont touchées, mais particulièrement les femmes sont touchées. Alors, surtout des femmes de certaines communautés, ils semblent déroger à la règle reste dans ta maison, reste dans ta sphère privée. Alors donc, nous sommes particulièrement donc interpellés. Et nous voulons venir à la défense de quelques femmes, justement, qui se sont adressées à nous et qui sont actuellement, certaines ne sont pas là parce qu'elles sont... Quelques-unes sont dans leur maison, ne veulent même plus sortir, elles ont peur. Alors donc, c'est tous ces éléments d'intimidation qu'on dénonce étaient déjà là avant la charte, mais ils étaient atténués. Mais depuis la charte, ça s'est accentué, notamment pour les personnes qui viennent témoigner ou qui se prononcent dans les journaux. Donc, quand il y a des femmes qui deviennent par le fait de leur témoignage, qui deviennent, ou leur intervention en commission parlementaire, ou avant des prises de position sur des textes Internet ou dans les journaux ou à la télévision, eh bien, elles sont particulièrement ciblées.
Et c'est ce que nous voulons dénoncer. Alors, les Québécois natifs, ça faisait déjà quelque temps, on était habitués de se faire traiter de racistes, xénophobes, la charte xénophobe, sans aucune preuve, il suffit d'accuser, islamophobe aussi. Avant le 20 août, c'était déjà là. Moi, j'en étais victime aussi, mais on n'a pas la vulnérabilité de nouvelles immigrantes, de nouvelles arrivantes qui viennent d'arriver. Donc au Québec et qui viennent souvent de pays où il y a une fragilité par rapport aux pressions communautaires. Alors donc, mais depuis qu'il y a eu le rassemblement, entre autres, plusieurs artistes se sont prononcés, Gilles Vigneault, Guylaine Tremblay, Régent Thomas et autres, c'est difficile d'accuser ces gens-là de racisme. Alors donc, les accusations de racisme et d'islamophobie ont diminué, mais il reste que certaines personnes de communautés maghrébines et du Moyen-Orient ont tout particulièrement été ciblées. Alors, les moyens employés que nous dénonçons, beaucoup, ça touche la honte. Faire honte à la personne par des réseaux sociaux, en remettant en question son apparence physique, ses propos, des insinuations, mais la honte aussi qui passe par le biais de sa communauté, le biais de sa famille. Donc, des extraits sont pris de la commission parlementaire ou autre chose, sont envoyés dans des réseaux au Maghreb, et en 24 heures, ça devient viral, 2500, une personne devient ciblée, la famille se met à appeler ici au Québec, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que ma fille, mon fils, qu'est-ce qui se passe là pour que toi, on me parle de toi dans ma ville et dans mon quartier? Alors donc tout ça, la honte, la peur directe, peur de ne pas signer, ça a été mentionné. Et quand on arrive à la police pour demander protection, en tout cas informer de possibilités de cyber-intimidation, c'est la banalisation. Mais non, madame. Un peu comme c'était pour les femmes lors de la violence. C'était une question de la sphère privée. Inquiétez-vous pas, débrouillez-vous, ça nous regarde pas, nous. Eh bien, par rapport à l'intimidation de certains groupes de femmes, oui, c'est présenté comme banalisation. Retournez chez vous, s'il arrive. Est-ce qu'on attend des menaces de mort? Certaines personnes en ont, peuvent pas nécessairement témoigner parce que ces menaces-là ne sont pas faites devant témoins. Hein? Alors, mais ils nous ont témoigné de ça. Alors donc, c'est des formes de plaintes, des peurs de représailles et l'intimidation également systématique par des réseaux sociaux, des pressions par téléphone. Quand la personne peut avoir rejoint le téléphone, la personne reçoit par téléphone des menaces aussi. C'est des systèmes, donc, j'ai dit, par pression du milieu, pression communautaire, des menaces à peine voilées et certaines fois, donc, j'ai mentionné, directes, menaces de mort. Et ça peut aller jusqu'à, on le sait, dans le cas de Djimila Benhabib, des poursuites bâillons. Et ça donne des leçons. Les autres disent, je suis mieux de pas trop ressortir sur la masse, je vais me fondre et je ne témoignerai pas. Pourtant, on est dans un exercice, c'est un débat démocratique, la question de la laïcité, la neutralité, le port de signes religieux. Est-ce qu'on doit faire cesser sous la menace nos témoignages, mais également l'exercice démocratique de la commission parlementaire? Elle commence, cette commission parlementaire, et nous voulons, comme a dit Evelyne Abitbol, ne pas nous taire. Alors, donc cette question est aujourd'hui placée, et puis un certain nombre de personnes malheureusement pouvaient pas venir pour témoigner directement, soit parce qu'il y avait occupation au travail, ou encore certaines ont peur d'ajouter à l'exposition médiatique. Alors, peut-être on pourrait passer à certains. Evelyne? Oui, merci Michel. Oui, je voulais rajouter quelque chose, mais plus tard. Leila Lesbeth, militante féministe et co-signataire. Je dois rajouter co-signataire d'être-ensemble.ca et également co-signataire du mémoire que nous allons présenter à la commission parlementaire bientôt. Je pense que je vais essayer de prendre la
Bonjour et merci d'être là. Quand on n'est pas seul, je pense qu'on avance plus vite. Voilà. Hier en Algérie, nous étions qualifiés, nous femmes laïques, d'éperviers du colonialisme. C'est comme ça que les islamistes nous qualifient. Alors on passe d'éperviers du néocolonialisme à indigènes de service. Bon, je ne sais pas quel va être le prochain qualificatif. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que effectivement, nous sommes au service, effectivement, au service des droits des femmes. Nous ne sommes pas au service de l'islamisme, ça c'est certain. Nous connaissons les islamistes et nous les avons toujours confrontés au niveau du débat d'idées. À ce niveau-là, ils ont toujours une faiblesse et elle est apparente. Et donc, ils compensent cette faiblesse par de l'intimidation et par de la violence. Et au niveau de la violence, il y a trois niveaux au niveau de leur violence à l'égard de toute personne qui n'épouse pas leurs idées. D'abord, on commence par l'intimidation psychologique, qui pour moi est une forme de violence. Après l'intimidation psychologique, il passe à la violence verbale, l'intimidation verbale. Et il va y avoir le troisième niveau, c'est la violence physique. Alors moi, la question que je me pose aujourd'hui, faut-il attendre que ces personnes, que ces individus passent au troisième niveau pour les dénoncer? Je dis non. Faut-il attendre qu'ils passent au troisième niveau pour prendre leur acte au sérieux? Je dis non. Il y a des femmes effectivement je n'aime pas le mot communauté, des femmes qui viennent du même pays que moi et même d'autres, et effectivement qui me disent, écoute, Leïla, on regrette, on ne peut pas venir comme aujourd'hui, voilà, on ne peut pas venir, on a reçu des menaces, et puis ce qui se dit est sur les réseaux sociaux. Nos familles en Algérie ont été donc informées de cela, et une particulièrement qui me dit, écoute, s'il arrivait quelque chose à ma mère, je me sentirais coupable. Voilà. Donc il faut savoir que dans nos sociétés, il est très difficile de vivre en couple. Nous vivons en communauté. C'est la famille élargie. On a la famille restreinte, la famille élargie, puis c'est tout le quartier. C'est tout le quartier qui est au courant, et puis après c'est presque toute la ville. Et là, c'est inquiétant, et je comprends ces femmes-là qui aujourd'hui elles sont réduites au silence. Elles sont réduites au silence, non pas en Algérie. Elles sont réduites au silence, non pas dans un pays où l'islamisme a pignon sur rue. Elles sont réduites au silence aujourd'hui au Québec, dans un pays démocratique et libre. Alors, la question que je me pose, étant donné qu'à chaque fois que nous dénonçons ce genre d'actes, on nous dit, est-ce que vous êtes combien? Donc, est-ce qu'il faudrait qu'on soit nombreux pour que la violence et l'intimidation soient condamnées? Est-ce que c'est l'acte qu'il faut condamner, ou est-ce qu'il faut atteindre un certain nombre pour condamner cet acte odieux et surtout, je dirais, lâche? Je terminerai en disant, pour paraphraser Wassila Tamzali qui dit « Faut-il être voilé pour être vu ?» Moi je dis « Faut-il être voilé aujourd'hui au Québec pour être considéré en tant que citoyenne ?» Merci. Donc nous terminerons avec le témoignage de Djemila Ben Habib, auteure et conférencière, et nous passerons après à la période de questions. Djemila. Merci. Merci Evelyne. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais faire très très court pour qu'on aille vers les questions. En réalité, ce qui est intéressant et en même temps inquiétant dans ce débat, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de femmes, d'hommes, de culture musulmane ou même de foi musulmane qui s'impliquent dans le débat citoyen, qui témoignent à visage découvert pour nous parler de certains dysfonctionnements que n'ont pas pu trouver certains journalistes, certains gestionnaires, y compris certaines autorités, qu'elles soient politiques ou autres. Donc c'est dire que il y a une implication que
nous estimons extrêmement bénéfique dans ce débat. C'est la première fois, je pense, que nous entendons autant de voix citoyennes s'exprimer qui apportent dans le débat des témoignages et des analyses d'une grande qualité et aussi avec une légitimité. Ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent lorsqu'elles parlent de l'islam politique, par exemple, lorsqu'elles parlent du communautarisme, par exemple, parce que le regard que nous porte la société d'accueil est différent lorsqu'il se pose sur nous. Eh bien, ça c'est le côté donc immensément heureux dans ce débat citoyen. Et nous voulons poursuivre dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait de plus en plus de citoyens venus de partout dans le monde qui s'impliquent dans le débat démocratique québécois. Mais nous voulons aussi, par ailleurs, que ça se fasse dans une certaine sérénité, c'est-à-dire que celle ou celui qui témoigne, eh bien, nous ne voulons pas qu'il subisse des représailles. Or, c'est précisément ce que vivent certaines et certains d'entre nous. Et donc, moi, je voudrais leur exprimer ma plus sincère solidarité, d'autant plus que moi, je sais ce que ça veut dire vivre avec les menaces, vivre avec les intimidations, être dénigré sur les médias sociaux. Je sais aussi ce que cela signifie au plan affectif. Lorsqu'on écrit des livres, comme ma vie à contre-courant, moi, je peux bien le dire. Je n'ai plus revu mon grand-père depuis la publication de ce livre. Donc il y a des ruptures extrêmement significatives. Il y a une violence qui s'exerce, qu'on exerce contre nous-mêmes, mais il y a aussi toute cette violence que nous subissons lorsque, eh bien, des réseaux, lorsque des lobbies politico-religieux se mettent en branle, s'organisent pour nous faire taire. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Et donc, c'est pour ça que nous disons que nous voulons sensibiliser, donc d'abord, les acteurs politiques, parce que nous estimons que oui, nous voulons contribuer, mais nous voulons qu'ils garantissent à nos témoins la protection nécessaire. Et en cela, nous interpellons aujourd'hui et le président de la commission donc parlementaire sur donc le PL 60 et également le ministre Bernard Drinville pour qu'ils prennent acte de ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous interpellons également les médias pour leur dire d'ouvrir leurs yeux et d'ouvrir grand leurs oreilles lorsque vient le moment donc d'écouter ces femmes-là. Mais nous les invitons aussi à exercer leur devoir, c'est-à-dire d'enquêter, de faire des enquêtes journalistiques pour nous étayer, pour nous éclairer. Parce que, comme l'a dit Evelyne, nous ne sommes pas des enquêteurs, et tant bien même nous l'avons été dans le passé, Evelyne et moi, nous ne souhaitons pas le faire. Moi, je ne suis pas un flic et je ne veux pas passer ma vie à guetter dans les réseaux sociaux qu'est-ce qui se dit. Moi, je ne veux pas passer ma vie dans les mosquées à savoir ce qui se dit pour moi. Et pourtant, dès mon implication dans le débat, donc dès ma prise de position par rapport à la charte, j'étais à cette époque-là à Paris et donc j'ai exprimé donc mon appui à la charte sur les ondes de Radio-Canada. Il y a tout de suite eu un imam salafiste du nom de Souleymane Al-Hayati qui a échangé, donc c'est public, hein, vous pouvez le voir, c'est sur le fil de Twitter, et bien des échanges avec un autre imam pour lui parler de moi en termes donc de kofar, donc d'apostat, en termes d'égarés et ainsi de suite. Et donc comment se fait-il qu'aucun journaliste n'ait pu donc enquêter pour savoir ce qui se passe, alors que ce monsieur-là donc a un site internet. Je vous apprends qu'au Québec, donc à Montréal, il y a un centre, il y a un centre salafiste. Tout le monde comprend ce que c'est, donc un centre salafiste, et donc qui diffuse des fatwas comme celle, donc fatwa de Cheikh Al-Fawzen sur le recours dans les tribunaux des pays de Kofr. Les pays de Kofr, c'est-à-dire c'est le Québec. Un autre, par exemple, une autre fatwa, s'établir dans les pays de Kofr. Quelles sont donc les dispositions, quelles sont les attitudes à adopter lorsqu'on s'établit dans un pays de Kofr. Je reviendrai, si vous voulez, donc un peu plus tard sur ce qu'est donc le salafisme, sur ce que signifie montrer du doigt
interpeller une personne en la désignant donc comme une kofar, comme une apostat en islam. Il y a également le collectif québécois donc contre l'islamophobie qui a donc publié donc un palmarès avec quelques personnalités publiques, et je me retrouve à la 2e place dans ce palmarès. Et quand on lit bien les objectifs et la mission et le mandat donc de ce collectif québécois contre l'islamophobie, et on nous dit donc qui sommes-nous? On est un collectif qui on veut faire du lobbying, on veut dénoncer le racisme, on veut dénoncer la xénophobie, on veut dénoncer la violence, et on veut que la critique à l'égard de l'islamophobie donc cesse. Donc il y a là une volonté politique de s'engager dans ce débat-là. Alors, donc j'ai dit que nous souhaitions donc interpeller les politiques, que nous souhaitions aussi interpeller les médias. Nous souhaitons également interpeller les autorités policières, parce que j'ai moi-même été donc à 2 reprises donc pour dire un peu ce que je vivais. Il y a à 2 reprises donc il y a longtemps, donc dès la publication de ma vie à Contre-Coran, et je vous dis que quand on est victime de tels actes, on est dans une position de vulnérabilité absolument incroyable. Même une personne comme moi qui qui a un caractère suffisamment fort, comme dirait l'autre, qui ait une carapace, eh bien j'y vais à reculons. J'y vais à reculons et je ne souhaite plus y aller. Et je ne souhaite pas que ma vie puisse s'illustrer donc par des va-et-vient entre les autorités policières et mon domicile ou ma vie de tous les jours. C'est franchement désagréable. Mais je vais en finir donc avec ceci, en remerciant l'ensemble de ces voix qui se sont exprimées. Il y a donc aussi des hommes qui participent à ce débat-là, et je voudrais saluer la qualité de leur participation. Ce que nous touchons ici, c'est quelque chose de crucial, parce que nous disons que les communautés musulmanes ne sont pas des communautés homogènes. Elles sont des communautés hétérogènes, elles sont traversées par différents courants. Il y a aussi bien des intégristes que des progressistes et des démocrates dans cette communauté-là. Eh bien, il faut savoir donc avec qui établir un dialogue social, un dialogue démocratique, parce que nous faisons face à des acteurs qui ne sont pas démocratiques et qui se font passer pour des acteurs démocratiques. Donc là est notre crainte. Merci.